panorama des normes appliquées en Afrique en matière de durabilité et avec un focus bon, plus ou moins sur le Cisco OHADA et son application. Et vous avez présenté comme ça un retour d'expérience sur les difficultés liées pour les entreprises, mais aussi pour les spécialistes, les difficultés liées à l'application de cette forêt de normes-là. Et vous avez proposé quelques solutions. L'une des solutions comme ça que je m'en vais reprendre, l'une des solutions que vous avez suggérées, c'est bien sûr de contextualiser ces normes internationales-là pour qu'elles soient véritablement compatibles ou adaptées à l'environnement africain. Donc, nous allons enchaîner avec une série de questions-réponses. Nous avons déjà un certain nombre de questions qui ont été formulées par les participants dans le chat. Actuellement, nous sommes 68 participants et nous avons à peu près déjà 5 à 6 questions. Moi, je vais commencer d'abord par poser une question de clarification et de clarté pour Dr Sena, pour faire le parallèle un peu avec la question, avec la présentation de M. Daouda Alain Bamba. Monsieur le Dr Sena nous a présenté essentiellement les avantages de la directive CSRD et je voudrais lui demander comme ça, pour être un peu complet, pour ne pas forcément avoir les partisans, s'il trouve ou s'il connaît des limites dans l'application ou dans les opportunités liées à l'application de cette directive CSRD-là, qui bien sûr n'est pas encore appliquée, hein, qui est encore en devenir. Mais on peut déjà imaginer, en tant que spécialiste, qu'il ait peut-être quelques appréhensions sur l'opérationnalisation de cette directive CSRD-là, dont nous saluons déjà bien sûr tout l'intérêt. Merci, Dr Sena, pour la réponse à cette première question, s'il vous plaît. Merci Cédric pour cette question-là. Effectivement, il n'y a pas de dispositif parfait. Donc, en fait, je vais donner, en termes de limites, je vais donner je vais prendre deux positions un peu différentes, c'est-à-dire la position de ceux qui disent ben, ça va trop loin, et dans un deuxième temps, je vais prendre la position de ceux qui disent ça va pas assez loin. Donc, en termes de limites, déjà, ceux qui disent ça va trop loin, et on a cette position-là, on l'a eu avec le débat au niveau du Parlement européen, avec les députés, notamment les députés principalement, en tout cas un groupe de députés allemands qui ont défendu cette conviction-là, c'est qu'effectivement, la mise en œuvre de la directive CSRD et des normes ESRS va être une contrainte administrative et potentiellement, en tout cas au début, un coût supplémentaire pour de nombreuses entreprises qui n'étaient pas soumises à cette réglementation. Là, historiquement, on parlait d'entreprises de plus de 500 salariés. Là, on a réduit le quantum on a divisé par deux, puisque là, c'est entreprises de plus de 250 salariés. Donc, tous ces chefs d'entreprise de plus de 250 salariés qui n'étaient pas soumis à cette réglementation-là vont le voir comme, ou en tout cas peuvent le voir comme un dispositif contraignant qui va générer du surcoût, qui va générer du stress, qui va générer des angoisses, qui va potentiellement interroger finalement la durabilité de certains modèles économiques. Et là, le chef d'entreprise, il va se demander, mais finalement, comment je fais pour continuer mon activité alors que l'analyse révèle que l'activité n'est pas une activité, en tout cas, compatible avec l'objectif de 1,5. Donc, il y a cette posture-là où on peut le voir comme un nouvel exercice contraignant sur le plan administratif qui va générer des surcoûts dans un contexte où on n'a pas forcément les compétences pour et on doit avancer assez rapidement sur le sujet. Donc, source de stress, source d'angoisse, et peut-être il n'y a pas les technologies suffisantes pour pouvoir justement accélérer la collecte des données. Par exemple, j'ai parlé de la nécessité de faire un plan de transition
compatible avec l'objectif 1,5 degré. Vous imaginez le directeur financier ou le responsable RSE. Peut-être que dans l'entreprise de plus de 250 salariés, il n'y avait même pas de responsable RSE, puisqu'ils n'étaient pas soumis à cette question-là ou à cet enjeu-là de manière formelle. Donc, non seulement le responsable RSE doit directement intégrer une posture de responsable RSE, mais il doit prendre en charge des questions un peu complexes de ce type-là, de comment on fait un plan de transition, comment on s'assure que le plan de transition est compatible avec le 1,5, on se base sur quelle normes sectorielles, est-ce qu'on va réduire nos émissions de 5%, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 15%? Et cette question-là peut se poser aussi au niveau de la consommation d'énergie, au niveau de la consommation d'eau. Donc voilà, nécessité de compétences supplémentaires qui n'est pas forcément à portée de main tout de suite, tout de suite. Donc ça, c'est l'argument, ou en tout cas le risque, les limites de ceux qui disent ça va trop loin. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, ça ne va pas suffisamment loin parce que finalement, le seul objectif contraignant en matière de durabilité au niveau des normes ESRS, c'est cet objectif, ou de la CSRD, c'est cet objectif de compliance ou de compatibilité avec le 1,5 degré. Sur tous les autres sujets environnementaux et sociaux, en fait, il n'y a pas de critères, en fait. Donc, on va se retrouver dans un exercice où les entreprises disent, bon, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, mais sans avoir une norme pour comparer finalement la qualité de la prestation de l'entreprise. Il y a d'autres référentiels qui sont un peu plus exigeants et qui portent justement des critères de durabilité, mais la CSRD ne va pas aussi loin. Si je prends un référentiel comme UNSDPI, donc Sustainable Development Performance Indicator, donc, qui a été proposé par UNRISD, qui est un centre de recherche associé aux Nations Unies. Lorsqu'on voit les indicateurs de performance qu'ils proposent, à chaque sujet environnemental ou social, ils essaient de définir ce qu'ils ont appelé une norme de durabilité. Voilà. Et donc, la performance de l'entreprise doit être rattachée systématiquement à cette norme de durabilité pour justement justifier le fait que l'entreprise contribue réellement à de la durabilité, ou si c'est juste voilà, quelque chose de cosmétique qui ne contribue pas véritablement. Aujourd'hui, la directive ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a encore une marge de progression. Donc, voilà les deux postures qu'on pourrait avoir en termes de limites. Une posture qui dit, ben, finalement, cette directive-là, ça va être vraiment contraignant, ça va être des coûts, machin, etc. Et une autre posture qui dit, ben, finalement, tant qu'il n'y a pas suffisamment de normes de durabilité précises, chiffrées, auxquelles on peut se référer, finalement, ça va être juste un exercice de compliance qui ne va pas forcément permettre de répondre aux enjeux de limites planétaires et de transition socio-écologique juste et équitable pour tous. Donc, voilà quelques éléments de réponse à ta question. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sénat. Je crois que c'est très clair. Pour ces deux limites-là, ces deux groupes de limites à la directive CSRD et à son applicabilité. Alors, nous avons eu une série de questions. Je propose simplement que nous prenions une première série de questions qui ont été posées dans le chat avant d'ouvrir la parole aux différents intervenants, aux participants. Donc, je vais comme ça rappeler quelques questions qui ont été formulées déjà dans le chat et nos intervenants pourront prendre la parole au fur et à mesure en fonction de leur sensibilité et de leur expérience. D'abord, la première question portait sur la double matérialité et la matérialité simple de l'ISSB. Est-ce que la double matérialité, je crois que ça faisait une question qui faisait référence à Emmanuel Faber, je crois bien. Est-ce que la double matérialité et la matérialité simple de l'ISSB sont potentiellement compatibles d'après, je crois que c'est une question qui correspond plus au docteur Sénat. Ensuite, la deuxième question qui pourra être répondue peut-être par Daouda Alain Bamba. Quelle implication pour les PME, PMI en Afrique de la directive CSRD,
c'était dans ce cadre-là que la question a été posée. Bien sûr, le docteur Sénat pourra également y apporter quelques éléments de réponse. Et une autre question qui est plus personnelle, quel lien on peut établir entre, comme ça, à vue de nez, entre la directive CSRD et la norme et la note 35 Cisco OADA? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un penchant en termes de normes, en termes de limites ou de difficultés? Ça, c'est pour les deux intervenants. Et enfin, une dernière question. Euh, quelle double matérialité, quel lien entre double matérialité et atteinte des KPI, des objectifs de l'entreprise, principalement en Afrique? Alors, j'ai un peu reformulé les questions. Je m'en excuse si elles ne sont pas tout à fait claires. Donc, je donne la parole à soit à monsieur, bon, probablement à monsieur Bamba, puisque lui n'a pas encore répondu, il n'a pas encore réagi. Sentez-vous libre d'Aouda Alain Bamba de répondre à l'une ou l'autre question. Merci bien. D'accord. Merci, Cédric. Bon, peut-être que tu peux aussi m'aider, hein, parce qu'il y a eu tellement de questions. Je retiens, je crois, une ou deux questions. La première question relative à l'implication de cette nouvelle norme CSDD pour les PME, surtout africaines. Et puis, la seconde question, c'est ce qui concerne la question de la double ou la simple matérialité. Bon, pour ce qui concerne l'implication de la CSSD, directement, les PME africaines ne sont pas concernées, directement, puisque ce sont des PME qui opèrent pour la plupart en Afrique, dont le chiffre d'affaires ne rentre pas dans les critères définis dans la présentation du docteur Sénat. Par contre, dans le processus conformément au principe comment on dit ça, euh, donneurs d'ordre et entreprises, il pourrait arriver que ces entreprises africaines, spécifiquement ces PME-là, interviennent dans la chaîne de valeur d'une entreprise basée en Europe pour lesquelles il y a des services, des contrats existants. Dans ce cadre, ces PME africaines devront travailler à être compliant avec les exigences émises par ce donneur d'ordre. Donc, implicitement, si ces PME interviennent dans cette chaîne de valeur de ces donneurs d'ordre-là, elles devront travailler à épouser certains critères ou valeurs relatives à ces questions de durabilité-là. Au-delà de la la due diligence ESG ou RSE, ces PME-là devront communiquer à ces donneurs européens-là, si possible, la prise en compte de ces questions de durabilité-là dans leur processus de création de valeur ou d'opération. Ça, c'est ce que je voulais dire sur ce point. Pour ce qui concerne la double matérialité, aujourd'hui, je suis en train d'écrire notre matérialité. Il faut comprendre que il y a un très bon livre qui est sorti qui dit, par exemple, qu'il n'y a pas d'entreprise gagnante dans un monde qui perd. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'entreprise doit travailler dans le cadre de son processus de création de valeur là, à intégrer l'impact de l'environnement dans lequel il intervient sur sa rentabilité ou sa performance, aussi bien qu'intégrer les externalités qu'il produit sur son environnement, pour la simple raison qu'une grande partie des ressources naturelles ou des matières premières qui intègrent son processus de création de valeur ou de production est tirée de l'environnement. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, pour faire fonctionner des machines, nous avons besoin des collaborateurs qui sont pour la plupart externes à l'entreprise jusqu'à ce qu'elle les embauche. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui veut assurer son statut de durabilité doit aussi bien prendre en compte l'impact potentiel de son environnement sur lui, parce qu'un processus de raréfaction des matières premières, systématiquement, ce sont des surcoûts pour l'entreprise. Des collaborateurs mal formés, ce sont des surcoûts pour l'entreprise. De même que l'entreprise doit aussi travailler à vérifier l'externalité qu'elle entraîne sur ses communautés locales. Par exemple, aujourd'hui, pour la plupart de nos États, on a développé ce qu'on appelle le local content. Et ce local content-là fait que l'entreprise doit travailler à ce qu'elle bénéficie à la communauté. Elle produit des biens et des services qui sont acceptés par la communauté. Pour la simple raison que lorsqu'il y a une inadéquation entre ces entreprises, ces objectifs-là et la communauté, il y a une rupture d'activité pour l'entreprise, ce sont des pertes économiques et financières. Donc, voici ce que je pouvais dire sur ces deux questions.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bamba. Nous avons quelques réactions. Je note d'abord la réaction de Monsieur Douti Traoré ou Madame Douti Traoré qui veut poser une question. Je lis d'abord votre réponse dans le chat et après je vous passe la parole. Donc, Madame Douti Traoré, enfin, d'ailleurs, vous vous exprimez simplement. Je n'ai pas besoin d'être votre porte-parole. Monsieur ou Madame Douti Traoré, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Monsieur Douti ou Madame Douti Traoré, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je viens d'autoriser les participants à ouvrir leur micro. Jusque-là, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'on était dans les réponses, dans les questions écrites. Et à partir de maintenant, je viens d'autoriser tous les participants à donc rouvrir leur micro pour intervenir s'ils le souhaitent. Merci. Merci, Laurent. Merci, c'est ce qui a fait que je ne répondais pas jusque-là. Je suis Douti Traoré. D'accord. Je suis juriste, spécialiste aussi en RSE. Par ailleurs, auteur de l'ouvrage 3 WADA et RSE, un processus d'actualisation indispensable. Alors, j'ai bien aimé les différentes interventions. Je ne vais pas revenir sur l'additif que j'ai fait dans le chat. Je vais directement poser mes questions pour une question de temps, parce que je suppose qu'il y a des personnes qui attendent. Pendant la brillante intervention de M. Bamba, quand il parlait des Nous ne vous entendons pas, Monsieur Traoré. S'il vous plaît, veuillez reprendre votre question. Ah, malheureusement, le réseau, Monsieur Traoré, nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous pouvez mettre votre question dans le chat pour que je la pose? Parce que apparemment le réseau est défaillant. Je n'ai pas vu une partie où il a évoqué l'engagement. La question... Vous m'entendez là maintenant ou pas? Oui, Monsieur Traoré, c'est bon là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous pouvez vous exprimer. Allez-y. D'accord. J'aimerais savoir, ma question s'adresse à monsieur Bamba, Monsieur Daouda. J'aimerais savoir si le faible engagement des organes de direction ne constitue pas également un frein dans le développement dans le développement ou dans la mise en œuvre effective des normes au sein des entreprises ici en Afrique. Parce qu'on le sait, souvent, des organes, des postes, des responsables RSE sont au sein de certaines entreprises, mais ils sont livrés à eux-mêmes. On constate qu'il n'y a pas un fort engagement des organes de direction pour accompagner les responsables RSE au sein des entreprises qui malheureusement sont laissés à nos compte. Est-ce que cela ne constitue pas également un frein? Parce que je n'ai pas vu ça dans les limites quand vous avez parlé. Deuxième question, c'est concernant la contextualisation des normes. Vous avez dit qu'il faut qu'on contextualise les normes. Moi, je me pose la question de savoir si nous ne pouvons pas nous-mêmes créer nos normes. Nous avons aujourd'hui l'OADA qui, depuis 2021, a décidé d'intégrer la RSE dans son dispositif. Est-ce que les experts ne peuvent pas accompagner cette belle organisation d'intégration juridique à développer des normes propres à l'Afrique, de sorte à ce que, plutôt que copier ce qui vient de l'extérieur, nous puissions nous-mêmes avoir nos propres normes que nous avons nous-mêmes créées au travers d'une organisation purement africaine. Et voilà, ce sont ces deux questions que j'avais à poser. Et je vous remercie par ailleurs pour ces brillantes interventions. Merci, Monsieur Bamba, vous avez la parole. D'accord. En tout cas, merci, Monsieur Traoré, pour ces deux questions. Pour la première question, je pense que j'en ai fait cas lorsque je présentais les pistes d'amélioration. Mais il faut vraiment quand même nuancer. Hein, parce que, pour être simple, je ne m'engage pas dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, pour la plupart, on se rend compte que à l'origine, mais aujourd'hui, petit à petit, on a tendance à changer les choses. Les membres du COMEX, les membres du CA sont pour la plupart, je veux dire, novices sur ces questions de durabilité. Donc, quand il n'y a pas de compréhension de l'enjeu de cette question-là pour leur business, on est clair que c'est des choses qui vont constituer
des choses qu'on va remettre au calendrier parce que directement, ça n'a pas d'impact sur le business model. D'où l'importance de connecter ces KPI-là au business model de l'entreprise ou ces enjeux de durabilité ou comment on dit ça, ces points de matérialité au business model de l'entreprise pour qu'on puisse communiquer beaucoup plus aisément l'importance que ces questions ESG, RSE ou de durabilité la prennent de plus en plus dans le modèle économique de l'entreprise. Deuxième chose sur laquelle je vais vraiment insister, et ça je le dis aussi, c'est de former. La question de l'accompagnement, la question de la formation est un élément stratégique. Je dirais même l'un des facteurs clés de succès de la prise en compte de ces questions de durabilité là dans le développement des entreprises, aussi dans le processus de durabilité de ces entreprises-là. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, là encore, je voudrais qu'on nuance. Pour la simple raison que le Cisco Awada, certes, en son article 35, a développé une norme de reporting, mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un monde globalisé et je pense qu'il serait un peu plus fébrile pour chacun des États ou des parties du monde, des communautés, de développer leurs normes. Aujourd'hui, on constate ce problème-là. On l'a constaté avec les reporting, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que chaque institution, souvent des pays, développait des normes de reporting qui devaient systématiquement s'appliquer à d'autres qui avaient déjà leurs normes de reporting. Donc, ça fait que par moment, on crée des forêts de normes pour des questions qui, pour notre part, ont besoin d'avoir une compréhension commune, des interconnexions en termes de KPI communs pour permettre à chacun de nous de comprendre l'enjeu de cette question-là pour leur business. Je donne un second exemple. On le voit aujourd'hui aussi avec les questions de taxonomie. Vous voyez, l'Europe a émis sa taxonomie, la Chine, idem, le Chili, idem. Les États-Unis, on ne parle pas, mais la SEC est en train de travailler à définir des critères de durabilité qui vont s'appliquer aux entreprises cotées. Donc, quand on a beaucoup de documents comme ça pour certaines parties du monde, après, ça devient difficile dans la mise en œuvre. Donc, de notre entendement, c'est d'avoir des documents qui font foi au niveau international et travaillons à les contextualiser pour que non seulement ces documents-là prennent en compte nos réalités, mais qu'on ait cette capacité beaucoup plus aisée à communiquer avec l'international sur cette question de durabilité-là. Donc, voici un peu notre compréhension des choses. Merci beaucoup. Merci, M. Bamba. Je crois que nous avons une question de M. Fola, je peux me tromper, qui a levé la main tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Peut-être qu'il s'est déconnecté. Monsieur ou Madame Folak, je crois bien. Ah, Youssouf Bakayoko, autant pour moi. Oui, vous avez la parole, monsieur ou Madame Youssouf Bakayoko. D'accord, merci. D'abord, je voudrais remercier le docteur et puis M. Bamba pour les interventions. Alors, j'ai une question qui est relative est-ce que la RSE, le reporting de développement durable pour les sociétés multinationales installées en Afrique est une contrainte, est une obligation? Merci, M. Bakayoko, pour votre question. Monsieur Docteur Sena, s'il vous plaît. Bon, je vais commencer avec la dernière question qui a été posée et puis après, je prendrai certains éléments sur d'autres questions qui ont été posées précédemment. On l'a vu hein, dans la présentation dans la très belle présentation de Alain. En fait, en termes d'obligations globales RSE au niveau des pays africains pour les entreprises africaines, pour l'instant, il n'existe pas vraiment ce qu'on va appeler un cadre contraignant national ou régional. Et c'est vraiment les filiales de multinationales qui, du fait de leur nature, sont soumises à une obligation de participer à un système de reporting. Sinon, les entreprises nationales qui sont installées en Afrique ont des obligations en termes de respect de droits de travail, ont des obligations en termes de respect de code de l'environnement, mais il n'y a pas d'obligation de mettre en place une démarche formalisée de RSE ou de répondre aux enjeux du développement durable. Donc, voilà. Voilà.
Pour l'instant, ce cadre-là n'existe pas, il est peut-être en construction. D'ailleurs, M. Douti l'a dit, il y a une réflexion au niveau de l'OADA pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus contraignant, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose d'harmonisé, de formalisé qui soit contraignant pour les entreprises. Voilà. Après, il y a des propositions de labels, bon, voilà, mais ça n'a pas vraiment cette dimension contraignante-là. Ça me permet de rebondir sur la question de lien entre CSRD et Note 35 du Cisco-ADA. Donc, sur cette question, en fait, moi j'aurais bien aimé, bon, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de spécialiste qui a contribué à la réalisation de cette réforme-là, mais la première question que moi j'aurais eu à poser, c'est pourquoi une obligation de reporting extra-financier dans une liasse fiscale? Puisque de toute façon, la liasse fiscale étant soumise à un principe potentiel de confidentialité, en fait, il n'y a que l'administration fiscale qui regarde. Est-ce que les administrations fiscales africaines sont intéressées par les informations de la note 35? En tout cas, c'est une question que j'ai posée sur les réseaux. Bon, je n'ai pas encore eu de retour. S'il y a dans la communauté des gens qui ont une lumière par rapport à ça, moi, j'aimerais bien savoir, c'était quoi la philosophie lorsqu'on a introduit cette note 35-là, vu qu'on sait que c'est un document qui ne sera pas accessible au grand public. Donc, ça me permet donc ça, c'est une question sur la forme hein, du reporting extra-financier qui est demandé aux entreprises de l'espace OADA de plus de 250 salariés. Maintenant, sur le fond, si je devrais rapprocher la note 35 à quelque chose, en fait, la note 35, on pourrait la rapprocher d'un début de DPEF, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une DPEF parce que dans la DPEF, il y a toute une partie qualitative, justification, voilà, assez dense. Mais bon, en termes d'indicateurs, on retrouve pas mal d'indicateurs du code de commerce sur lesquels on doit reporter dans la DPEF. Donc, bon, la note 35, ça reste quand même une esquisse de reporting extra-financier. Et bon, aujourd'hui, il n'y a pas du tout la même dimension que les exigences de la CSRD ou de ESRS. Donc, ça reste une tentative. Après, quelle est la philosophie derrière cette tentative et quelles sont les perspectives qu'on peut donner? Quel retour d'expérience des institutions, même de l'OADA, par rapport à cette note 35-là? Bon, en tout cas, s'il y a des experts de l'OADA, la question est posée, on peut débattre là-dessus, on peut échanger par rapport à ça. Autre question, quelles implications pour les PME et ETI en Afrique? Alain a apporté d'excellents éléments de réponse. Juste un petit complément ou une illustration. Je suis producteur de café cacao et je vends à des multinationales qui ont désormais pris comme engagement ou qui sont soumis désormais à l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur chaîne de valeur. Si je suis un producteur important, de fait, ils vont me demander de prouver que mes productions de café cacao, en tout cas, qui a une tendance à la baisse, ou en tout cas que le poids en termes d'émissions de GES ne va pas augmenter dans le futur. Donc, de fait, je vais être soumis à cette contrainte-là, à cette exigence-là. Aujourd'hui, on voit de plus en plus en France, mais ça va sûrement arriver pour les fournisseurs internationaux. On voit des PME et des ETI qui sont soumises à ce qu'on appelle les questionnaires EcoVadis, où justement l'entreprise décide de faire évaluer son fournisseur par rapport à ce qu'il met en place dans le cadre de la démarche RSE. Et l'entreprise ne va garder que les fournisseurs qui répondent aux normes qu'il a établies au regard de sa stratégie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui va s'intensifier justement du fait des nouvelles réglementations. Donc, les fournisseurs qui travaillent avec les multinationales ou des partenaires installés en Europe
vont être impactés directement. Et si eux, ils sont impactés, de fait, tous les acteurs de leur chaîne de valeur propre aussi vont être impactés. Donc, bon, après ça, on ne peut pas remonter jusqu'en en bas de la chaîne, mais il va y avoir des implications à divers niveaux au niveau de la chaîne de valeur. Donc, il y a ce premier point-là. Et puis, deuxième point, on revient, les filiales de multinationales, puisque eux, ils vont faire partie du dispositif de reporting. Donc, de fait, eux, ils vont demander à tous les partenaires avec lesquels ils travaillent sûrement des éléments pour prouver qu'eux-mêmes, ils sont dans la stratégie globale de leur entreprise. Donc, voilà. Ceux qui vont être directement impactés, les fournisseurs étrangers et les partenaires de filiales de multinationales qui vont être impactés par ces réglementations-là à divers niveaux. Après, sur les questions un peu plus complexes liées à la double matérialité, lien entre double matérialité et KP. Déjà, sur le défi, ou en tout cas l'opposition entre double matérialité et simple matérialité, en fait, c'est vraiment une opposition philosophique. À la base, il y a une opposition philosophique. La simple matérialité postule que l'entreprise n'existe que pour ses actionnaires. Donc, tout ce qui est fait et qui ne répondrait pas justement à la satisfaction du besoin de l'actionnaire doit être évité autant que possible. Voilà. Donc, par exemple, je suis une entreprise qui produit du tabac. Tant que je n'ai pas des poursuites pénales qui risquent de me générer des pertes financières sur l'impact du tabac sur la santé des consommateurs, je n'ai pas à me préoccuper de la question de l'impact du tabac. Voilà. On pourrait prendre des exemples dans d'autres secteurs d'activité. Si je suis dans une logique de simple matérialité, je ne vais prendre en compte l'impact de mon activité de vendeur de tabac qu'à partir du moment où j'ai un impact financier potentiel sur ma performance économique ou sur ma structure financière. Alors que si je suis dans une approche de double matérialité ou de matérialité multipartie prenante, donc ça veut dire que je considère que l'entreprise, sa finalité, ce n'est pas seulement de répondre aux attentes des parties prenantes, mais il y a des actionnaires, mais il y a d'autres parties prenantes dont il faut prendre en compte aussi les attentes. Donc, par exemple, ça va être prendre en compte les attentes en termes de santé publique. Et donc, de ce fait, en termes de santé publique, il faut que je dise quelles sont les mesures que je prends pour que mon activité de vente de tabac n'impacte pas les plus jeunes, par exemple, ne crée pas des problématiques de dépendance vers des populations fragiles. Théoriquement, si j'étais dans une logique purement financière, ce n'est pas des enjeux qui devraient me préoccuper. Mais dans une logique de double matérialité, il faut que je dise ce que je fais dans ce cadre-là parce que c'est un enjeu important pour mes parties prenantes que sont les consommateurs et la société en général. Donc, vraiment, on a deux visions qui s'opposent et depuis longtemps, l'Europe a pris le parti d'être vraiment dans une logique multi-parties prenantes et donc on ne rend pas compte seulement de ce qui impacte la performance économique et financière, on rend compte de ce qu'on fait pour limiter tous les impacts environnementaux et sociaux significatifs. Voilà. Après, bon, on s'en rentre dans des débats plus compliqués, mais voilà, l'idée, elle est là. Après, le lien entre double matérialité et indicateur de performance. La philosophie globale de la CSRD, c'est je pars de mon analyse de double matérialité, j'identifie les enjeux les plus significatifs, que ce soit au niveau financier ou que ce soit en termes d'impact sur la société. Et là, maintenant, je déroule ma démarche plan, action, indicateur. Donc, les indicateurs, mes KPI que je vais retrouver au final, ils vont être directement liés aux impacts significatifs qui ressortent de mon analyse de double matérialité. Je ne vais pas suivre des KPI qui n'ont rien à voir avec des enjeux qui ne sont pas ressortis de mon analyse de double matérialité. Il y a vraiment ce lien logique-là entre l'analyse de double matérialité et tout le système de pilotage qui va découler. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de créer cette cohérence-là et finalement de faire en sorte que les enjeux environnementaux et sociaux les plus significatifs soient intégrés dans
le modèle de création de valeur de l'entreprise. Alain en a parlé, donc voilà. Donc, voilà quelques éléments pour apporter des réponses aux questions. Je vais juste prendre une dernière question. Alain, on a bien parlé, mais peut-être c'est bien de le répéter. Sur la question de création des normes africo-africaines. Le problème, on a dit que l'un des enjeux de cette inflation normative, c'est la montée en puissance de la finance durable. Donc, si les capitaux, ils sont en Afrique, il n'y a pas de souci. On crée nos normes et puis après, ça permet de drainer les capitaux. Mais si les capitaux, ils sont en Europe, si les capitaux, ils sont aux États-Unis, si les capitaux, ils sont en Chine, obligatoirement, le système de reporting ou de contraintes réglementaires qu'on va créer doit être en phase avec ces systèmes-là pour pouvoir justifier auprès de ces acteurs-là qu'on suit les objectifs qu'eux, ils ont identifiés comme prioritaires. Voilà, d'où l'impossibilité de découpler, en fait, finalement, la démarche des cadres internationaux. Donc, voilà quelques éléments de complément que je voulais apporter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, docteur Sena. Je reprends la main parce que notre modérateur Cédric a eu une coupure de courant, comme il l'a indiqué. En tout cas, merci pour ces compléments. Est-ce que Monsieur Bamba, c'est bon pour vous ou vous vouliez compléter? Sinon, je laisse les participants. Vous pouvez toujours continuer à prendre la parole pour poser vos questions. Allez-y, Monsieur Bamba. Non, pour moi, ça va. S'il y a des C'est bon questions pour pour vous. moi, Mais écoutez, oui, s'il y a encore des questions, une dernière question s'il y a. Sinon, bah, écoutez, je pense que ce webinaire a été très dense et très instructif pour tous. Donc, merci à nos deux intervenants, à Cédric qui nous rejoint de ce que je vois. Voilà, donc peut-être en attendant que Cédric revienne, je vous annonce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le second webinaire. Donc jeudi 23 octobre à la même heure. Le thème de la semaine prochaine, c'est exploitation minière artisanale responsable en Afrique. Pareil, nous verrons la déclinaison normes, acteurs et défis. Nous communiquerons sur le programme avec les intervenants très bientôt sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook pour ceux qui ne le font pas encore. Comme l'indiquait Laurent, vous retrouvez ce webinaire sur notre page YouTube dès la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à nous soutenir, à rejoindre le mouvement RSE et développement en adhérant. Je vais vous remettre le lien Hello Asso pour adhérer à l'association. Ça nous aide à développer nos activités. Euh, et en attendant, je relaisse la parole peut-être à Cédric. Cédric, voilà, j'ai repris la main. En attendant, remercier nos deux intervenants, te remercier toi également. Et j'ai fait quelques annonces sur le prochain webinaire de la semaine prochaine et les liens pour adhérer. Si tu avais un petit mot pour conclure. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci Anne-Sophie. Bien sûr, des aléas liés à la situation d'énergie ou d'électricité en Afrique. J'ai eu une coupure d'énergie là où je suis situé. Merci aux intervenants. Moi, si j'ai une seule chose que je peux retenir, c'est peut-être le mot de Monsieur Bamba sur la contextualisation des normes internationales et peut-être le débat sur l'intérêt pour les États africains de fournir leurs propres normes adaptées à leur contexte. Donc, si c'est possible dans le cas de WADA, pourquoi pas? Sinon, ailleurs aussi, ce serait toujours très bien. Donc, merci aux intervenants, merci à RFEPD et merci aux 62 participants, 60 participants qui sont encore présents. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Cédric, j'ai vu la petite erreur aussi. Donc oui, j'ai dit le jeudi 23 alors que c'est le jeudi 26. Donc on se retrouve bien jeudi prochain, le 26, pour le prochain webinaire. Merci à tous, merci pour vos messages, merci pour votre présence. Peut-être une photo de Et à très famille, bientôt. Anne-Sophie? Oui, Peut-être une photo. oui, on peut faire la petite photo. Vous laissez mettre votre caméra. merci à tous.
Monsieur Bamba, la photo. C'est bon, Laurent? C'est bon pour la photo? Alors moi, j'ai Je pas réussi à pense, oui, capturer les points. c'est Alors, est-ce oui, que Yves, normalement. tu as réussi? Oui. Moi, j'ai essayé, ça me met échec. Alors, Voilà. justement. Oui, je pense que c'est bon. Ah, moi, ça marche pas. Bon. Bah, je sais pas si Int, tu m'entends et si tu l'as fait, mais moi, ça n'a pas marché. Oui, et j'essaye, mais ça va prendre un peu du temps. Pardon. Alors. Il faut faire le raccourci clavier, démarrer Shift et S, ça va capturer. Ok. Démarrer Shift et S. Shift S. Maintenir en même temps. Démarrer. Shift. Shift S. Non, ça s'enregistre pas automatiquement. Ok, donc une dernière. C'est bon. OK. Parfait, merci Int. Merci Merci à à tous. tous, merci, bonne journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir, merci.